on va accueillir notre deuxième intervenant pour les Speech on the Beach. Alors, je vais vous le présenter un petit peu et puis il va arriver après. Voilà, c'est l'effet de surprise là. Alors, je vais vous le présenter à Dominique. Alors, il y en a, bien sûr, on le connaît quasiment tous, mais normalement, on ne devait pas savoir qui c'était. Donc voilà. Mais c'est l'ancien président du directoire du Futuroscope. C'est l'ancien directeur aussi de l'innovation de la Compagnie des Alpes, et maintenant il est consultant, c'est expert tourisme. Il est surtout reconnu en France comme le spécialiste. En gros, dès que vous avez une problématique autour des parcs, des sites de loisirs en France, eh ben, on fait venir Dominique Humain. En tant que, il a fait plein de choses. Aujourd'hui, il met toute cette expertise et cette expérience qu'il a connue à la Compagnie des Alpes et au Futuroscope au service des collectivités principalement. Et aujourd'hui, Dominique, il va nous parler d'un sujet très particulier qui est l'expérience eudémonique de la nature, une idée neuve. Alors, Dominique, eudémonique, j'ai fait comme à peu près va faire tout le monde là, tu vois. C'est-à-dire, je suis allé chercher ce que ça voulait dire, forcément. Parce que moi, je ne savais pas, honnêtement, je ne savais pas. Et bien, c'est l'eudémonisme, c'est le principe que le bonheur, c'est le but de la vie humaine, en fait. C'est ce principe-là. Alors, je te laisse avec ça. L'expérience eudémonique de la nature, une idée neuve. C'est un défi d'une vingtaine de minutes pour nous amener là-dedans. Tu as le retour vidéo ici. Tu peux rester à peu près dans cette zone-là. Et je reviens te voir dans 20 minutes. Merci. Il a déjà dévoilé le fond de la pensée. Bonjour. Donc, je vous présente ce garçon, Jean-Baptiste Morisot. C'est un intellectuel. Il est maître de conf à l'université d'Aix, donc juste à côté. C'est un philosophe, mais c'est un philosophe de l'action. Vous le voyez ici en photo parce qu'il est pisteur d'animaux. C'est aussi une sacrée plume. Et depuis maintenant 5 ans, il a totalement irradié de son souffle tout le monde de la pensée sur l'écologie. Je voudrais vous livrer cette phrase qui personnellement m'a beaucoup inspiré, qui est extraite d'un de ses livres. La crise écologique est aussi une crise de la sensibilité au vivant. Notre imaginaire des formes de vie s'est réduit. Un enfant est capable de reconnaître 1000 logos de marque, mais ne sait pas identifier 10 plantes de sa région. Cet appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre des autres vivants conduit à l'extinction de l'expérience de la nature. Les émotions face au vivant ont tout à voir avec la question de notre action pour le défendre. L'engagement collectif dont nous avons besoin pour son envol a 2 ailes. L'indignation, mais seule elle conduit à l'impuissance et au ressentiment, c'est l'aile du contre. La 2e aile, celle du pour, nous donne individuellement la puissance d'agir, c'est celle de la joie de se sentir vivant parmi les vivants. Nous avons désappris à faire l'expérience du prodige d'être vivant. L'enjeu est de politiser l'émerveillement. Il faut inventer une écologie joyeuse. Une écologie joyeuse, j'allais ajouter enfin. Et ces mots de Jean-Baptiste Morisot, comme émotion, comme expérience, comme émerveillement, c'est bien sûr des mots qui sont aussi les nôtres. Et donc, on peut se poser cette question, en tout cas, je me la suis posée en lisant ces livres, qu'est-ce qu'on fait de ça? D'autant plus, et c'est le point de départ, et Isabelle Autissier le rappelle, qu'en effet, en France tout particulièrement, on s'est séparé de la nature et l'a oublié. Quelqu'un a travaillé ce sujet, c'est une chercheure du CNRS qui a essayé de comprendre cette relation du français et de la nature, avec un sous-titre assez révélateur, « Pourquoi si peu d'amour ?» Elle donne beaucoup d'exemples, je retiens qu'un seul. La LPO en France, c'est 70 000 adhérents qui payent une cotisation. La LPO et son équivalent en Angleterre, c'est 1 200 000 adhérents qui payent une petite cotisation mais qui sont sur le terrain. Nous, Français, on le sait bien, on est des théoriciens. On a une vision donc assez générale et non empirique, en tout cas, de ce sujet-là. Ce que résument les chiffres qu'elle donne, 93% des Français se sentent préoccupés. C'est des chiffres qui ont déjà quelques années. Mais seulement 14% se sentent mobilisés, c'est-à-dire passent à l'acte. Et c'est tout notre sujet.
Alors, ça bouge. Chansigo, peut-être aujourd'hui, n'aurait plus aussi raison, c'est 2017. Ça bouge d'abord du côté des volontés, c'est la colonne du milieu. Nous étions, je salue Monsieur le Président, s'il est encore là, de l'ADN à son congrès il n'y a pas longtemps, où ont été livrés des chiffres d'Obséco. 20% des Français sont indécrottables sur ces sujets-là, pour l'instant. À peu près 35% sont un peu ce ventre mou qui s'interroge, mais qui reste dans l'adhésion, pas encore dans l'action. Mais aujourd'hui, plus de 50% des Français veulent être acteurs de quelque chose autour de ces sujets. Et on retrouve ça en effet du côté des pratiques, et vous le savez mieux que d'autres, ça a déjà été dit par Loïc tout à l'heure, puisqu'il y a beaucoup de passages à l'acte, pas que dans le tourisme. Pensez à tous ces déménagements de Paris vers la province, ce qui nous met d'ailleurs une sacrée pression, et il y a là un vent historique. Qu'est-ce qu'on en fait dans l'esprit? Morisot, j'y reviens dans un instant. Et puis, mais ça c'est moins connu, ça a beaucoup bougé ces toutes dernières années du côté des savoirs, et notamment des savoirs sur le monde végétal. On a découvert des choses qui nous auraient fait rire il y a 20 ans. Ça communique entre les arbres. Et la végétation, c'est tout, sauf ce qui végète. Et moi, je considère, de mon point de vue, je vais vous le défendre, que c'est pour nous une source d'inspiration extraordinaire pour travailler ce rapport à la nature. Là, je vous ai sorti ma petite bibliothèque, voilà, j'ai presque tout lu, c'est passionnant, c'est même plus que passionnant, c'est incroyable. Je vous ai mis en haut un peu les stars, vous vous rappelez peut-être Peter Wolleben, forestier allemand, qui il y a quelques années sort un livre, La vie secrète des arbres, où il raconte ce qu'il connaît, et qui fait plus d'1 million de ventes. Morisot au milieu, que je citais tout à l'heure. Mancuso aussi, un Italien, qui a créé un laboratoire d'éthologie végétale en Italie, qui a été l'inspirateur d'une exposition qui a accueilli plus d'1 million de personnes à la Fondation Cartier, qui s'appelait Nous les arbres. Des bouquins, en veux-tu, en voilà, des magazines, tout le monde s'y est mis, des émissions de télé, des films. On est donc bien dans quelque chose qui produit de la connaissance. Et quand vous voyez ces titres, avec cette dimension inspirante du végétal, parce que Darwin, qui était botaniste, l'avait déjà dit, mais on l'a oublié, l'entraide, c'est l'autre loi de la jungle. Et donc la nature végétale, le monde des arbres, le monde des plantes, le monde des forêts, nous apprend beaucoup de choses sur la coopération. C'est aussi pour ça, je pense, que ça résonne très fort dans cette époque qui a besoin de ça. Alors, ça bouge et comment ça pourrait évoluer, y compris par notre propre action. Mode de vie, je l'ai dit tout à l'heure, en citant Isabelle Autissier, on s'est coupé de la nature, on sait pourquoi. Les modes de vie urbains, j'ai d'ailleurs apprécié tout à l'heure que Loïc dise que dans les parcs, on considère que les urbains ne savaient pas utiliser la nature, c'est intéressant. Bien sûr, les technologies, 4 heures par jour sur le smartphone, et on y est un peu pour quelque chose, parce que le tourisme est un des vecteurs du petit écran. Ça bouge aussi du côté des schémas mentaux. Ça, c'est l'affaire de fond. C'est un peu notre civilisation occidentale. On n'est pas tous pareils. Le mot nature n'existe pas dans toutes les langues. Nous, occidentaux, on pense que l'homme est le maître et le possesseur de la nature, c'est-à-dire qu'on la domine. C'est Descartes, bien sûr, mais c'est aussi la Bible, disent certains. Ceci dit, saint François d'Assise pourrait être le saint des écolos tellement il l'était. Et le pape nous a fait Laudato Si, qui est presque de l'écologie profonde. Bon, donc tout ça est plus subtil que ça, le siècle des Lumières, qui nous amène à un schéma mental qui fait qu'en effet, on se sent extérieur. Et puis, du côté des gestions publiques, on voit aussi qu'il y a des bifurcations en cours avec tous ces rapports qui nous alarment et un logiciel politique qui est interpellé. Je ne vais pas plus loin, on verra ce que donnent les présidentielles à ce sujet-là. Tout ça nous amène vers des risques, je vais aller très vite. Bien sûr, le risque écologique, biodiversité notamment. Le risque sur la santé, il est démontré dans les hôpitaux que si des malades voient des arbres par la fenêtre, ils guérissent plus vite. Donc on s'en échappe et donc c'est à nos propres risques et périls pour notre propre santé. Et la Covid finalement nous entraîne peut-être aussi parce qu'elle a amené ce sujet de l'écologie et de l'environnement par notre santé individuelle. Et puis le risque démocratique, celui de la peur, bien sûr celui aussi de l'autoritarisme qui fait qu'on peut demain avoir des dispositifs contraignant alors qu'on n'a pas l'acteur individu qui serait à la fois soucieux de lui, et c'est très bien l'individualisme, mais aussi soucieux du bien commun. Et donc comment on crée ces dynamiques autour de la reconnexion de la nature, autour de ce nouveau point de vue, de ce nouveau schéma qui nous fait prendre conscience qu'on est un vivant parmi les vivants. Le mot vivant est beaucoup plus intéressant que le mot nature. Vivant parmi les vivants, c'est plus puissant que dire le rapport avec la nature, de mon point de vue. Tout ça converge finalement aujourd'hui, et moi, mon interpellation aujourd'hui avec vous, c'est est-ce que ce n'est pas une mission nouvelle pour le tourisme? Comme on a eu cette mission de permettre l'altérité, de faire découvrir d'autres cultures, qui prend un petit coup avec les sujets de mobilité, est-ce qu'on ne retrouve pas là une mission fondamentale, comme on parle d'entreprise à mission?
pour le tourisme. Je rappelle que le loisir aujourd'hui, c'est par là qu'on apprend la nature. Nous ne sommes plus dans un monde de paysans, et donc le Français découvre la nature par le loisir. Et donc, est-ce que nous pouvons être, suivant l'appel de Morisot, pour cette écologie engagée et joyeuse? Le sujet, par conséquent, c'est de capter de nouveaux flux, effectivement diffusés, et pour ça, il faut captiver des publics. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on est tous égaux devant la nature. On n'est pas égaux devant la culture, qui est la promesse du monde urbain. On n'est même pas égaux devant le sport, parce qu'il y a des tickets d'entrée à tous les sens du mot. En revanche, on est égaux devant la nature, et c'est notre bien commun. Je pense aussi que cette approche doit viser le grand nombre, pas simplement les randonneurs ou les sportifs. Doit viser le grand nombre, et j'ai l'habitude de dire, même si c'est un peu dépassé aujourd'hui, que quand on touche la jeune fille de 12 ans, pour des raisons mystérieuses que même moi je ne sais pas, mais j'ai piloté 100 projets, chaque fois que j'ai amené mes équipes à dire qu'est-ce que ça fait auprès d'une jeune fille de 12 ans par rapport à la recherche de sens qu'elle commence à avoir, par rapport à sa sensibilité, par rapport à son envie de sensation, elle est fédératrice de beaucoup de générations. Donc comment on touche cette cible-là? Comment, évidemment, on peut faire ça à côté de chez soi? Parce qu'on voit bien là, il ne faut pas forcément de l'extraordinaire, il faut mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et je reviens à mes inspirations liées au monde végétal. Il y a de très jolies phrases de Virgile sur ça, sur les spectacles incroyables que l'on peut tirer des choses simples. Comment, évidemment, tout ça peut créer des micro-destinations que l'on événementialise pour captiver ces publics et capter les flux. Tout ça, à mon avis, bien sûr, ça c'est ma marque de fabrique Futuro, doit être dans une promesse. Une adresse ne fait pas une promesse. C'est pour ça que le discours sur la proximité, s'il n'est pas nourri de nouveaux contenus, avec une dimension ludopédagogique, festive, surprenante, est importante. Capable de TGS, j'en parlerai dans un atelier cet après-midi, la très grande satisfaction. Pas 8 sur 10, 9 et 10 sur 10. À ce niveau-là, vous doublez la probabilité que la personne parle de vous ou ait envie de revenir. Comment on atteint ces niveaux de satisfaction qui créent ces bouche à oreille? Et tout ça, évidemment, conduit à travailler la scénographie et le storytelling, raconter des histoires, un début, une fin, faire des parcours, proposer des contenus. Quelques coups de corps que j'ai eu, où moi j'ai ressenti cette définition qu'a rappelé tout à l'heure Vivian, ce sentiment eudémonique que du coup j'ai loupé. Où est-ce qu'il est? Il est là, oui, je suis allé trop vite. Voilà, et il est là, excusez-moi. Donc cette offre, à la fois, elle a la dimension hédoniste, et on voit bien que l'hédonisme, c'est effectivement la nature utilisée par nous pour faire notre plaisir. On reste dans la vision d'un environnement serveur, entre guillemets. C'est Épicure, à qui Aristote, qui a inventé le démonisme, disait la vie, c'est pas simplement des jouissances immédiates, c'est aussi proposer du bonheur, c'est-à-dire quelque chose qu'il nous faut prendre conscience du sens des choses en travaillant tous nos sens. Donc le démonisme, notamment par rapport à la nature, en ferait cette source de bien-être. Et on est dans une proposition démoniste, je trouve que ça éclaire bien le concept d'expérience, quand on touche les 3 C, c'est-à-dire à la fois qu'on est au niveau du cerveau, au niveau du corps et au niveau du cœur. C'est, on l'a déjà dit plusieurs fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, à la fois le sens, la sensation et la sensibilité. Morisot en parlait. Et on est sur les fondamentaux de la psychanalyse. Vous lisez Deleuze, par exemple, si jamais vous l'avez lu, moi pas, c'est très compliqué à lire, mais Deleuze nous parle du concept du percept et de l'affect, et de cette puissance que peut prendre l'individu, puissance d'agir, disait Morisot, par la joie, parce qu'à un moment donné, il fait en quelque sorte fondre ensemble ces 3 dimensions de l'expérience qui fait qu'elle devient eudémoniste. Alors, une petite grille et puis une petite sélection choisie. Une grille simple, horizontale, est-ce qu'on est plutôt spectateur, est-ce qu'on est plutôt acteur? Et verticale, est-ce que le milieu dans lequel j'évolue, donc la nature, est à l'état brut plus ou moins ou est mise en scène? Premier cadran en haut à droite, où on est dans une scénographie avec un individu acteur. Je ne vais pas détailler ça parce que je n'ai pas le temps, mais Foresta Lumina. Ça, c'est tout nouveau, c'est curieux. On a vu combien l'art immersif, Atelier des Lumières par exemple, a complètement fait exploser et créé de nouvelles expériences dans le tourisme et dans les loisirs et la culture. Foresta Lumina, c'est les ateliers lumière qui sont dans des pavillons, qui sont dans des espaces à l'extérieur, notamment au Jet, mais aussi à Rochefort. C'est une balade nocturne qui vous raconte une histoire et qui sublime complètement le lieu dans lequel vous êtes, et notamment la forêt par la mise en lumière. Et donc on amène cette dimension de l'émotion très forte dans le rapport à la nature par cette mise en scène. Dans un autre registre, le pas dans le vide,
ou le chemin des cimes, et on pourrait avoir des choses moins fortes en investissement, c'est quand je vais chercher la sensation, notamment celle du vertige, pour aussi proposer une nouvelle expérience. Le pas dans le vide, je travaille avec les gens de Chamonix sur ce projet, c'est juste incroyable. Vous êtes dans cette petite bulle de verre face au Mont Blanc, vous avez un sentiment, si vous maîtrisez le vertige, extraordinaire de communion. Mais plus simple, fait aujourd'hui, c'est la première en forêt noire. Ça, c'est en forêt noire, mais ça existe maintenant dans les Vosges du Nord. Donc, c'est une entreprise allemande qui s'appelle EAK qui fait des chemins dans les cimes. Vous savez, la vie des arbres, je n'ai pas le temps d'en parler, elle se passe dans les racines et elle se passe à la cime. Ce qu'on voit quand on se promène, le tronc n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc là, on va là-haut et ça permet évidemment de vivre des choses différentes. J'ai mis un petit clin d'œil à Thomas Pesquet dans sa cupola, parce que lui m'a raconté, puisque nous avons coproduit un film avec lui. Il nous a raconté combien, évidemment, il avait eu le sentiment, il a le sentiment qu'en une demi-heure par jour, il a le droit à cette espèce de panorama à 360 degrés, de cette immersion complète. D'ailleurs, on en a fait une application en VR qui vous donne à peu près les mêmes sensations. Là, je suis sur un autre cadran où on est moins scénographié, mais on est dans un individu acteur. C'est en gros tout ce qui nous permet de faire du parcours dans la nature, mais avec une dimension là aussi mise en scène. Les VTT, je dis souvent aux gens de la montagne avec qui je travaille encore beaucoup, arrêtez de ne montrer dans vos visuels que des images de sport. Là, ils ont loupé leur coup, c'est les Deux Alpes, qui ont fait un gros travail sur le VTT électrique, parce que justement le VTT électrique, ça vous permet d'y aller en famille, d'emmener la jeune fille de 12 ans, et on remet une image de sportif, un peu de l'extrême. Non, l'électricité dans le vélo, je vous garantis que c'est vraiment une révolution pour le monde de la montagne, et qui, comme on le voit en Allemagne par exemple, a beaucoup à faire pour gagner des visiteurs en dehors de la neige et de la glisse. Tout ce qui tourne autour de la sylvothérapie, les bains de forêt. Vous savez qu'au Japon, c'est prescrit par la sécurité sociale, ces bains de forêt. Et pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup en termes de déstress, en termes de créativité, en termes de ralentissement cardiaque. Il y a là quelque chose qui va se développer et qui nous lie complètement à l'élément naturel par ces bains de forêt. Et puis, je voulais quand même citer Terra Aventura. Je salue M. Rudel qui est dans la salle, je crois. Proximit, stand 7, j'ai fait sa pub. Ça, c'est extraordinaire. 50 parcours en Nouvelle-Aquitaine, 3 millions de joueurs, y compris dans des villages qui n'auraient jamais été dans un guide Michelin, parce qu'ils n'avaient rien à raconter par rapport, on va dire, à notre manière traditionnelle de définir l'intérêt. Mais là, ils sont rentrés dans une logique de parcours très ludique, c'est de la géologue. Je n'y vais pas plus loin, mais ça permet, appliquer la nature, là aussi, de créer l'événement dont je parlais tout à l'heure et des micro-destinations. Là, on est dans le cadran où on est plutôt spectateur, mais avec un bon niveau de scénographie. Bien sûr, Chaumont et son festival, extraordinaire. On voit comment les artistes peuvent, avec le végétal, nous amener de véritables œuvres d'art. Moi, j'ai un grand coup de cœur pour les Jardins de l'Imaginaire qui est dans le Périgord. Mais ça, c'est juste dans ma commune, Sentier des Arts. J'habite à 300 mètres de là. C'est dans le Marais ostréicole, face à l'île d'Oléron, à Mornac-sur-Seudre, où pour 20 000 €, on a créé 12 œuvres d'art avec des artistes qui ont utilisé les éléments de la nature. Là, c'est un Porsche dans les marins. Et du coup, c'est une invitation. Et du coup, ça crée cette micro-destination dont je parlais. Et je vais finir par le cheval à Somme, un cheval qui a été créé pour être adapté au tourisme équestre en baie de Somme. C'est un croisement entre un fjord et un cheval à sang chaud. Et Dominique Coquet, qui est à l'initiative de tout ça, fait un article dans la prochaine revue Espace et Tourisme, où il dit « On ne fait pas du cheval en baie de Somme, on fait couple homme, cheval, nature pour vivre une autre forme d'expérience. » Il est complètement dans cette logique-là de l'eudémonisme. Autre cadran en bas à gauche, j'allais dire, c'est-à-dire on est contemplatif et il y a assez peu de transformation. Bien sûr, vous avez tous vécu ça, j'ai mis les panoramas, parce que c'est exactement ça qu'on ressent quand on a à un moment donné dans une balade, cette espèce de chair de poule, parce qu'on est dans un moment, dans un endroit où quelque chose se passe, où on sent cette communion avec l'élément, où on sent cet état eudémonique, c'est-à-dire on sent que ça nous parle au plus profond de nous-mêmes, et il se passe quelque chose qui nous donne pleinement le bonheur de l'instant, au-delà d'une simple jouissance corporelle. Ça, les couchers de soleil, par exemple, ça marche à tous les coups ou presque. J'ai participé à Key West, au Mallory Bar, à des couchers de soleil collectifs. C'est une idée d'un écrivain qui vit là-bas, Tennessee Williams. On boit un gin tonic, on est tous ensemble. Et donc, on fait du coucher de soleil aussi un élément de rendez-vous. On se donne rendez-vous pour au Sunset Boulevard pour cela. Voilà, tout ce qui est lié évidemment aux observations. Ça peut être des choses coûteuses comme la tour panoramique qui est dans le parc des oiseaux, ou tout simplement des bancs mis au bon endroit. Ça, c'est une balade que j'ai faite en Autriche. Et puis au milieu, j'ai mis un grand coup de cœur. J'ai eu la chance de marcher en terre de feu. Avec un guide, j'en avais jamais vu des comme ça. Il y a beaucoup à travailler sur la manière dont les guides nous racontent ce qu'ils nous proposent.
C'était un descendant d'un Indien Yakan, puisque les Indiens ont occupé ce territoire au XIXe siècle. Ils vivaient sur des pirogues. Et je n'ai pas le temps de vous raconter toutes les anecdotes, mais on est sorti de là transformé. La force d'une expérience touristique, ce n'est pas parce que j'ai été quelque part, c'est parce que je suis revenu différent. Moi, les 2 heures que j'ai passées avec lui, et on était une douzaine dans ce petit bout du monde, nous ont vraiment amené des ouvertures d'esprit. Et je continue par ça, qui me paraît très intéressant, que j'ai découvert par mes missions. En fait, depuis plus de 30 ans, il existe une politique, les ENS, les espaces naturels sensibles, portés par les départements. Il y a quand même aujourd'hui en France plus de 3000 ENS. Il y a 10 à 15% des territoires qui sont occupés par ce dispositif, qui est un dispositif de gestion, de préservation, mais aussi d'ouverture au public. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est sur des grandes surfaces avec des outils juridiques, financiers. Il y a une taxe de plusieurs millions d'euros, par exemple dans le Rhône, avec qui je travaille en ce moment, où il y a eu un label Géoparc pour le Beaujolais vert. Les gens ne viennent pas, et donc on va travailler pour cet ENS en créant vraisemblablement un parcours des arts pour y amener les gens. Et donc il y a là un outil politique, juridique, financier, qui permet de mobiliser beaucoup d'associations et qui est à disposition de ce qu'on a à faire. Donc je termine, c'est mon dernier slide, sur l'idée qu'on peut aller plus loin. Remarque de quelqu'un qui n'est pas dans vos structures, même si évidemment j'en étais très proche et je suis toujours, notamment en Charente-Maritime. Mon idée, c'est de dire on peut aller plus loin, on n'est pas allé jusqu'au bout de ce que permet la créativité. Je crois profondément à l'infinie dilatation de nos imaginations et de nos curiosités. Et il y a sûrement des choses encore à faire. Il y a un formidable potentiel d'inspiration du végétal, je le disais. Et j'ai provoqué un mot qui est l'anti-zoo. Les zoos qui sont de plus en plus contestés parce qu'ils mettent les animaux en cage pour qu'on puisse les voir. Ben, le végétal, il est par nature en cage. C'est pour ça qu'il est innovant et c'est pour ça qu'il fait des choses extraordinaires. Comment on raconte toutes ces histoires de coopération dont je parlais tout à l'heure? Il y a un vrai sujet là, pédagogique, mais aussi ludique, pour s'inspirer de toutes ces histoires, ces petites histoires du végétal qui font sens dans ce que serait une sorte d'anti-zoo. À noter aussi, mais vous le savez, on a en France une French touch énorme. Moi, j'ai rencontré des gens fabuleux qui souvent sont les meilleurs du monde dans leur discipline, en matière de scénographie, y compris de plein air. Et on a cette French touch très particulière du ludopédagogique, c'est-à-dire d'un plaisir, mais d'un plaisir qui peut faire grandir, qui, je pense, fait de ce milieu-là un partenaire de toutes ces réflexions. On a des tas d'associations qui veulent bouger. Il se trouve que la LPO a son siège à Rochefort et je suis à une demi-heure. Je connais très bien les équipes. Aujourd'hui, la LPO est demandeur de collaboration pour amener ses savoir-faire dans quelque chose qui va un peu plus loin que la rando avec les petits panneaux que 3% des gens lisent. Bon, il y a évidemment l'ONF, il y a tous les jardins qui ont des savoir-faire colossaux. J'aurais pu citer, je l'ai oublié, les fédérations de chasse et de pêche qui peuvent aussi être partie prenante de tout ça. Évidemment, et ça a été largement abordé hier, notamment Mathieu dans ta commission, Mathieu Vado, c'est le besoin de comment on communique ça. Donc moi, j'ai fait partie autour d'Olivier Sichel, qui est le patron de la Banque des Territoires, d'une équipe stratégique qui a réfléchi à un projet qui a été annoncé ce matin, qui s'appelle Alentour. C'est donc une plateforme B2B2C pour alimenter les hébergeurs, c'est le B du milieu, afin qu'ils soient prescripteurs, mais aussi vous tous dans vos organisations, une digitalisation de l'offre de prestations de services pour qu'elle puisse être utilisée par les diffuseurs directement vers le consommateur. Je ne vais pas dans le détail, mais cet outil, j'espère qu'il va fonctionner et c'est une des réponses, avec tant d'autres qui existent, pour ensuite mettre en scène tout ça. Et je termine par ce qui est au fond l'enjeu. J'ai travaillé avec René Monory, qui a créé le Futuroscope. Là, il n'y avait aucune raison de le faire. Par rapport à nos réflexions sui generis, il faut parler de l'identité du territoire, le Futuroscope est un contre-pied, puisque c'est totalement offshore. Il n'y a pas de légitimité à l'avoir fait là-bas. Et Monory est dans un département non touristique, avec peu de ressources financières, répétait toujours cette formule, c'est pas la peine d'être un géant pour voir grand. Parce que ce sujet-là, on peut voir grand, parce qu'il faut mettre de l'ambition dans tout ça, mais c'est pas la peine d'avoir des très gros moyens. On est sur des investissements qui peuvent être quelquefois très faibles, qui doivent être réversibles. Et donc tout ce qui compte, c'est que chacun s'y mette. Mon prof de maths de 6e disait, je termine avec ça, et on en avait fait des exercices de maths, il est démontré qu'une petite goutte d'eau fait monter le niveau de la mer. Donc vous, si vous le voulez bien, vous pouvez être cette petite goutte d'eau pour faire monter le niveau de la mer de l'eudémonisme. Merci à vous. Voilà. Un peu plus. Ouais. C'est bien, Dominique, merci beaucoup. C'était hyper inspirant et tellement passionnant. C'est dur de tenir 18 minutes, 20 minutes pour dire tout ça. Et on sent tellement de passion, on sent tellement que c'est ancré en toi. C'était hyper inspirant. Je pense que tu as fait passer beaucoup de choses à la salle. Merci beaucoup, Dominique. Merci.
Ils sont bavards, ces hommes, vous avez vu un peu. C'est dur de tenir 20 minutes sur des choses comme ça. Marc, c'est dur.